Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration détaillée des coulisses de nos maisons. On va parler de ce qui circule, ou parfois ce qui ne circule plus du tout. Ah, la plomberie et ses mystères. Ou plutôt, ses galères, hein. Exactement. En particulier ce cauchemar domestique, les canalisations bouchées. Le lavabo qui fait glouglou, l'évier qui refuse d'avaler. On a presque tous connu ça, non? C'est clair, c'est frustrant et ça arrive toujours au mauvais moment. Alors aujourd'hui, on va s'appuyer sur des infos décrivant les services d'une entreprise spécialisée, Hugo Dubois, qui est basé à Nyon, dans le canton de Vaud. L'idée, c'est de comprendre comment les pros travaillent. D'accord. Voir un peu leur approche face à ces problèmes concrets. Voilà, on va essayer de comprendre les causes fréquentes, les types d'interventions, les techniques utilisées, et puis aussi comment on peut essayer d'éviter ces désagréments. Une plongée dans le monde des tuyaux, en somme. C'est ça. Bon, alors, prêt à déboucher le sujet avec nous. Commençons par le grand classique, le truc qui motive souvent le premier appel à l'aide, le lavabo bouché. Ah oui, le lavabo de la salle de bain. Les signes, on les connaît, l'eau qui stagne, qui met des heures à descendre, parfois des odeurs pas très sympas qui remontent. Et les blocages qui reviennent sans arrêt, même si on a essayé 2-3 trucs soi-même. C'est ça. Et les coupables, d'après nos sources, sont assez classiques. Les résidus de savon qui s'accumulent, le calcaire qui s'installe petit à petit. Et les cheveux, bien sûr, un grand contributeur aux bouchons de lavabo et de douche. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que les documents qu'on a consultés, ils soulignent que ce n'est pas toujours juste ça en surface. Ah, qu'est-ce qu'ils disent? Ils évoquent la possibilité de problèmes, comment dire, plus en profondeur, cachés dans le système d'évacuation lui-même. D'accord. Donc le bouchon visible pourrait n'être que la pointe de l'iceberg, en quelque sorte. Voilà, ça suggère qu'un simple blocage peut parfois masquer quelque chose de plus complexe, peut-être un défaut d'installation ou un encrassement plus ancien. Bah, c'est un point super important. Et c'est justement là que l'approche professionnelle décrite dans nos sources, elle prend tout son sens. C'est-à-dire? Plutôt que de foncer tête baissée avec une ventouse ou un produit chimique, l'accent est mis d'abord sur le diagnostic. Vraiment comprendre pourquoi ça se bouche. D'accord. Chercher la cause racine. Exactement. Est-ce que c'est juste une accumulation récente de cheveux et de savon, ou est-ce qu'il y a une couche de calcaire bien dure, bien installée depuis des mois, ou même un souci de pente de la canalisation qui favorise les dépôts? Ah oui, je vois. Identifier l'origine précise, c'est présenté comme la base de tout. Et c'est seulement après ce diagnostic que le choix des techniques adaptées se fait. Logique. Les documents indiquent que les pros ont différentes méthodes. Bon, sans rentrer dans des détails très poussés, on comprend que ce n'est pas une solution unique pour tout. On adapte l'outil au problème, quoi. Voilà. On ne va pas traiter un bouchon de graisse comme on traite un amas de calcaire ou des racines d'arbres qui auraient pénétré dans une canalisation extérieure, par exemple. L'expertise, c'est aussi ça. Choisir la bonne méthode. Donc, cette étape de diagnostic, ce n'est pas juste pour faire pro, c'est vraiment pour que l'intervention soit efficace sur le long terme. C'est exactement ça. Et ça ne s'arrête pas là. La démarche décrite va jusqu'à donner des conseils d'entretien. Ah oui, Pour éviter que ça recommence, précisément. L'objectif n'est pas seulement de régler le problème ponctuel, mais d'aider la personne à prévenir la réapparition du bouchon. par exemple, Si le problème vient du fait qu'on jette, je sais pas, des restes alimentaires ou de l'huile dans l'évier, le simple débouchage ne résoudra rien à terme. Ou si l'eau est très calcaire dans la région, il faudra peut-être envisager d'autres solutions. d'accord. Donc cette approche en 3 temps, comprendre la cause, agir efficacement et prévenir la récidive, c'est présenté comme gage de sérieux. Ça transforme une simple réparation en une solution plus durable. C'est une vision assez complète en fait, plus stratégique que ce qu'on imagine souvent pour un simple débouchage. Tout à fait. On traite la cause, pas juste le symptôme visible. Et j'imagine que cette logique s'applique aussi aux autres points d'eau de la maison. Les sources parlent d'autres problèmes que le lavabo, non? Ah oui, absolument. Les documents couvrent un éventail assez large de situations. Comme quoi, par exemple? Alors, dans la cuisine, l'évier, c'est un autre point chaud. Là, les ennemis sont un peu différents. Les graisses de cuisson, surtout. Ah oui, ça doit bien coller. Exactement. Ça refroidit, ça se solidifie, ça accroche les petits débris alimentaires, et le calcaire vient parfois ajouter sa couche par-dessus. La totale. Voilà. Et un évier bouché, ça peut vite devenir très problématique pour la vie quotidienne. D'où le caractère souvent urgent de l'intervention qui est mentionné. J'imagine bien. Et dans la salle de bain, à part le lavabo, Les douches et les baignoires, bien sûr. Là, on retrouve notre trio infernal. Savon, cheveux et calcaire. les mêmes suspects. Oui. Et pour ces cas-là, les sources mentionnent l'utilisation de techniques modernes pour le débouchage et le nettoyage. Technique moderne? Qu'est-ce que ça peut bien être? Bonne question.
Les documents ne sont pas très spécifiques là-dessus, mais ça suggère peut-être des outils plus performants que la simple ventouse ou le furet manuel. Peut-être des méthodes moins agressives pour les vieilles canalisations, ou plus efficaces sur certains types de bouchons spécifiques. Intéressant ce point. Ça montre que le métier évolue aussi. Certainement. Et ça ne s'arrête pas là. Ah bon? Quoi d'autre encore? Même lave-vaisselle peut avoir des soucis d'évacuation. Un refoulement, une vidange qui se fait mal, ça peut être le signe que le tuyau d'évacuation est obstrué. D'accord, on n'y pense pas forcément? Et là encore, l'approche décrite semble méthodique. On détecte où ça coince, on débouche et on donne des conseils. Par exemple, nettoyer le filtre régulièrement, ça peut aider. Logique. Et puis, il y a les toilettes, les WC, Ah oui, là c'est souvent l'urgence absolue. clairement. Un bouchon à ce niveau, que ce soit juste dans la cuvette ou plus loin dans la canalisation, c'est sans doute une des situations les plus critiques pour des raisons d'hygiène, de confort. L'intervention doit être très rapide. On comprend pourquoi. Tout ce panel montre bien que les bouchons, ça peut arriver un peu partout et pour des raisons différentes à chaque fois. Exactement. Chaque point d'eau a ses faiblesses spécifiques. Mais alors, une question me vient. Qu'est-ce qui se passe quand le problème ne vient pas directement de chez soi, mais de plus loin dans l'immeuble? Les sources en parlent. Oui, et c'est un aspect important. Ça change d'échelle. Les documents abordent la complexité des interventions sur la colonne principale d'évacuation d'un immeuble. La colonne générale, celle qui récupère les eaux de plusieurs appartements. C'est ça. Quand cette grosse canalisation se bouche, là, les conséquences peuvent être bien plus graves et toucher plusieurs logements en même temps. Ça doit être la panique. On imagine facilement, oui. Des refoulements aux étages inférieurs, l'impossibilité pour plusieurs résidents d'utiliser leur sanitaire, et c'est là que des techniques plus costaudes entrent en jeu. Lesquelles par exemple? Les documents mentionnent notamment l'hydrocurage. Hydrocurage. Ça sonne puissant. Oui, on peut le penser. Même si le terme n'est pas expliqué en détail, le contexte, son utilisation pour des canalisations très encrassées, laisse penser qu'il s'agit d'un nettoyage à haute pression. Comme un Kärcher pour les tuyaux? Un peu l'idée, oui. Un jet d'eau très puissant, capable de déloger des obstructions vraiment tenaces, du tartre accumulé, des racines qui se seraient infiltrées, des dépôts solidifiés sur des années, et ça nettoie les parois en même temps. D'accord. Donc l'hydrocurage, c'est un peu l'option nucléaire pour les cas difficiles ou les grosses canalisations. C'est l'impression que ça donne. À côté de ça, les documents parlent aussi du curage de canalisation. C'est différent. C'est présenté de manière intéressante. Le curage aurait une double fonction. Il serait à la fois curatif, pour régler un bouchon qui est déjà là. Et préventif. Exactement. Utilisé de façon régulière, le curage permettrait de maintenir les canalisations propres, d'éviter que les dépôts s'accumulent petit à petit jusqu'à créer un blocage majeur. Ah, c'est malin ça. Oui, et si on élargit un peu la perspective, ça montre bien l'importance de l'entretien préventif des infrastructures communes dans les copropriétés, par exemple. C'est vrai. Ne pas attendre que la colonne soit complètement bouchée pour agir. Voilà, négliger l'entretien d'une colonne principale, c'est prendre un risque collectif important, qui peut coûter cher au final, hein. Cette notion de prévention, elle revient souvent, on dirait. Et ça nous ramène à un coupable souvent cité, y compris pour d'autres problèmes, comme les fuites apparemment, le fameux calcaire. Tout à fait. Le calcaire, ou plus précisément l'entartrage, dû à une eau dure, est clairement identifié comme un facteur qui aggrave beaucoup de situations. Dans les lavabos, les éviers, les douches. Oui, mais pas seulement. Ça affecte aussi les mécanismes des robinets, les chauffe-eau, les machines à laver. Partout où l'eau circule et chauffe. C'est un problème de fond, en fait. Exactement. Et face à ce problème systémique, les documents mettent en avant une solution préventive spécifique, l'installation d'un adoucisseur d'eau. Un adouchisseur, pour traiter l'eau avant qu'elle n'entre dans les tuyaux. C'est l'idée. Agir à la source. Si l'eau est moins chargée en calcaire, elle provoquera moins de dépôts de tartre dans tout le système. Et quels sont les avantages concrets qu'ils mettent en avant pour ce genre d'appareil? Parce que c'est un investissement, j'imagine. Oui, c'est un investissement, mais les bénéfices cités sont assez nombreux. D'abord, la protection de toutes les installations, les canalisations, bien sûr, mais aussi la robinetterie, les pommeaux de douche, le chauffe-eau, les appareils électroménagers. Moins d'entartrage, donc moins d'usure et moins de panne. C'est ça. Et une meilleure efficacité. Par exemple, un chauffe-eau entartré consomme plus d'énergie pour chauffer la même quantité d'eau. Logique. Et puis, il y a les avantages pour le quotidien. Une eau qui laisserait moins de traces blanches sur les parois de douche ou la vaisselle, une peau qui serait moins sèche après la douche, un linge plus souple. D'accord, ça va au-delà de la simple plomberie. Oui.
Et ce qui est souligné aussi, c'est l'importance de ne pas installer n'importe quoi. Il faudrait une évaluation des besoins spécifiques du foyer, combien de personnes, la dureté réelle de l'eau locale avant de choisir le bon modèle d'adoucisseur. Une approche personnalisée, là encore. Tout à fait. On retrouve cette idée de s'attaquer à la cause profonde pour une solution durable. Considérer la qualité de l'eau comme un élément central de l'entretien de la maison. C'est une perspective intéressante, effectivement. Bon, au-delà de tous ces aspects techniques et préventifs, les sources donnent aussi des infos très pratiques, non? Des choses qui répondent aux angoisses qu'on peut avoir face à une urgence. Oui, tout à fait. Les documents semblent reprendre des points d'une FAQ d'une foire aux questions. Et deux choses ressortent particulièrement. Lesquelles? Premièrement, la rapidité d'intervention. Il est mentionné une possibilité d'intervention dans l'heure qui suit l'appel pour une urgence à Nyon même. Dans l'heure. C'est rapide. C'est un engagement fort, oui. Et quand on est face à une inondation ou des WC inutilisables, on sait que chaque minute compte. Savoir qu'un pro peut arriver vite, c'est très rassurant dans ces moments de stress. J'imagine bien. On se sent démuni dans ces cas-là. Et le deuxième point, c'était sur les coûts? Exactement. La transparence des coûts. C'est souvent une grosse source d'inquiétude dans les dépannages d'urgence, non? La peur de la facture surprise. Ah oui, la fameuse. Eh bien, les informations indiquent qu'un devis clair et détaillé est fourni avant de commencer les travaux et que c'est une pratique appréciée. Donc on sait à quoi s'attendre avant de dire oui. C'est l'idée. Dans une situation d'urgence, on peut se sentir un peu vulnérable, pressé. Avoir un devis basé sur le diagnostic initial, ça permet d'établir une relation de confiance et de prendre une décision éclairée, même si on est stressé. Ça évite les mauvaises surprises à la fin. Voilà. Ça touche vraiment à la sérénité du client dans un moment qui est déjà assez pénible comme ça. Donc, rapidité et transparence financière, ça semble être deux piliers importants du service d'écrit. Bon, alors, si on essaie de résumer un peu ce que cette exploration nous a appris, on a vu que derrière un simple bouchon, il peut y avoir plein de causes différentes, parfois bien cachées. Oui. Et que l'approche pro, ça commence par un bon diagnostic pour comprendre d'où vient le problème. Ensuite, on choisit la bonne technique, qui peut aller jusqu'à des méthodes assez musclées comme l'hydrocurage pour les gros problèmes ou les colonnes d'immeubles. Tout en insistant beaucoup sur la prévention, les conseils d'entretien au quotidien, mais aussi des solutions de fond, comme l'adoucisseur d'eau pour combattre le calcaire. Et enfin, on a vu que pour les urgences, ce qui compte, c'est la réactivité, pouvoir intervenir vite et la transparence sur les prix avec un devis avant de commencer. C'est une vision assez complète, oui. Du petit tracas à la maintenance plus globale des installations, Ça donne une bonne idée de ce qui se passe derrière une intervention de plomberie. tout à fait. Et ça ouvre peut-être une dernière piste de réflexion pour aller un peu plus loin. Ah oui, Ouais. laquelle? Puisque les sources insistent tellement sur l'importance de comprendre les causes, de prévenir, de traiter les problèmes de fond comme le calcaire, peut-être qu'on devrait nous aussi changer un peu notre regard sur la plomberie chez nous. Comment ça? Au lieu de voir ça juste comme un service d'urgence qu'on appelle quand tout est bloqué, ne faudrait-il pas penser davantage en termes de maintenance proactive? Un peu comme on fait réviser sa chaudière régulièrement ou sa voiture. Faire un check-up des tuyaux de temps en temps? Pourquoi pas? Ou au moins être plus attentif aux petits signes avant-coureurs. Cet écoulement qui ralentit tout doucement depuis des semaines, ces petits bruits bizarres dans les canalisations, une légère baisse de pression d'eau chaude. Des trucs qu'on a tendance à ignorer jusqu'à ce que ça casse. Exactement. Est-ce que ces petits signes ne pourraient pas nous indiquer qu'un entartrage est en cours ou qu'un autre problème se prépare? Sans forcément attendre la grosse urgence, peut-être qu'une inspection préventive ou un curage régulier, comme mentionné dans les sources, pourrait nous éviter pas mal de soucis et de dépenses imprévues. C'est une réflexion intéressante sur notre façon de gérer l'entretien de ces systèmes essentiels, mais qu'on ne voit pas au quotidien. Voilà. Une invitation à être peut-être un peu plus à l'écoute de nos propres canalisations,